l'édition du 14 novembre 2014. Cette semaine, au bulletin. La réorganisation du réseau de la santé inquiète. Luc Bastien de la Fédération de la santé et des services sociaux nous en parle. Nous redécouvrons l'organisme Centraide. Et nous parlons de la campagne de vaccination contre la grippe qui se tient pendant tout le mois de novembre. Bienvenue au bulletin, mesdames et messieurs. Vous savez que fin septembre, en marge de la réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux, il y a le ministre de la Santé qui a présenté le projet de loi 10. Et c'est un projet qui prévoit l'abolition des agences régionales de la santé et la création de nouvelles structures régionales. Toujours selon ce projet de loi 10, le nombre d'établissements de santé passerait de 182 à 28, ce qui pourrait mener à des économies, toujours selon le ministère, des économies annuelles de 220 millions de dollars, et ce, à compter de 2017. En outre, ce projet de loi dit qu'il y a 10 des postes de cadre du réseau qui seraient abolis, et ce, essentiellement par l'entremise de départ à la retraite. Et pour explorer plus à fond la question, on accueille Luc Bastien. Il est vice-président régional de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN, et la fédération qui représente plus de 130 000 travailleurs des secteurs publics et privés. Une entrée en la matière qui a été un peu longue, M. Bastien, mais je voulais prendre quand même une minute pour expliquer le dossier, et nous, maintenant, on va le détailler. Première question pour vous, M. Bastien. Qui représentez-vous dans ce dossier? À la Fédération, nous représentons, et vous l'avez bien dit, 130 000 travailleurs qui sont dans tous les secteurs d'activité dans le service de la santé et des services sociaux. 130 000 travailleurs qui sont à la fois, on peut penser aux préposés aux bénéficiaires, mais également aux plombiers qui travaillent dans les hôpitaux, aux intervenants sociaux qui travaillent avec des jeunes, donc l'ensemble des corps de personnel, métier qui personnel de bureau également, infirmières. On disait tout à l'heure que le nombre d'établissements de santé passerait de 182 à 28. De quel type d'établissement s'agit-il? On parle de tout type d'établissement confondu, et c'est ce qui est inquiétant. Tout type d'établissement, présentement, il y a ce qu'on appelle les centres de santé et services sociaux qui regroupent des CLSC, des CHSLD, des centres d'hébergement pour les personnes âgées, les personnes en perte d'autonomie, et les hôpitaux. Mais maintenant, avec la création des nouvelles structures, on parle de tout type d'établissement, que ce soit les services à la jeunesse, centre jeunesse, les services en santé mentale. On parle vraiment de services de base. De services de base, des services d'accessibilité à la population, effectivement. Donc, tous ces établissements-là seraient regroupés sous un même chapeau, de sorte qu'ils deviendraient une méga structure, ce qu'on appelle, on commence à l'appeler les structures mammouths dans le réseau de la santé. Est-ce que là, vous parlez des CI3S? Effectivement, c'est ce qu'on appelle les CI3S. Vous avez raison, CI3S, CLSC, on n'en sort plus. Ça veut dire, CI3S, pour simplifier un peu, ce sont des centres intégrés de la santé et de services sociaux pour remplacer les agences régionales de santé. Bien, à vrai dire, pas pour remplacer, les agences seraient intégrées dans ces six-là qu'on appelle, les CISS, avec l'ensemble des autres établissements. Mais ça veut dire la création de mégastructures? De mégastructures, effectivement. Ici, à Montréal, on parle, il y a présentement 45 établissements, et on parle d'en faire que 5. C'est l'impact qu'il y aura à Montréal, mais en région, si on prend la Gaspésie ou la Abitibi, il y aura dorénavant un seul établissement de santé dans l'ensemble de la Gaspésie ou de l'Abitibi. C'est assez inquiétant pour ce qu'on parle de la proximité des services à la population. De là, cette compression de 182 à 28. Là. Effectivement, oui. Est-ce que, dans tout ce processus, est-ce que les PDG, les directeurs régionaux d'établissements ont été consultés? Il n'y a personne qui a été consulté, de sorte que j'ai des vis-à-vis à l'Agence de la santé et des services sociaux à Montréal, personne que l'on rencontre de façon régulière. Et 2 jours avant
avant qu'il y ait eu l'annonce du ministre, les gens n'étaient même pas au courant à l'Agence de santé et des services sociaux de Montréal directement. Donc, les gens savaient, ce qui s'en venait, on le sentait, on entendait parler beaucoup dans les médias, ce qui s'en vient, mais de la façon que c'est atterri sur le plancher, il n'y a personne qui s'attendait à un impact aussi énorme. Mon questionnement présentement, c'est que cette réforme prévoit la réduction de pas mal de postes de cadres, mais vous êtes un représentant, vous représentez les travailleurs, disons, à la base. Oui. Ça vous concerne très peu, ça, là. Ça nous concerne dans le sens où, vous voyez, lors de la création en 2004 des centres de santé et services sociaux, les C3S, Oui. on nous avait promis la même chose. On a augmenté avec la création des C3S 30 de la structure de cadre. 30 c'est énorme dans une méga structure, parce que les C3S sont en sorte de méga structure. On peut s'inquiéter que les chiffres qui sont avancés par le ministre Barrette là, ne se réalisent pas. Et dans les faits, ils ne se réaliseront pas. Je peux vous le garantir, on se revoit dans 3 ans et on va dire... Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne se réalisera pas? La création des C3S en 2004, il y a eu une augmentation, comme je vous disais, de 25 du taux d'encadrement. Parce que ce sont des méga-structures, parce qu'il y a un besoin de cadres pour gérer le tout. Et on ne peut pas penser qu'avec la création de méga-structures mammouths, comme je vous le disais en début d'entrevue, qu'il y aura une réduction du personnel d'encadrement. Vous savez, M. Bastien, moi, je me mets à la place, je me fais un peu l'avocat du diable et je me mets à la place du citoyen là, qui nous écoute présentement. On nous dit, on nous chante, on nous redit et nous rechante qu'il faut alléger les structures, notamment dans le système de la santé. On dit qu'il y en a trop, beaucoup trop. Ce que le ministre dit, en fait, c'est à peu près ça. On va réduire la structure, mais de votre côté, vous me dites que ce sera une structure mammouth. Tellement grosse qu'elle sera difficilement gérable. Donc, à votre avis, il vaut mieux avoir plus d'institutions ou d'organismes qu'un gros. C'est ce que vous dénoncez un petit peu, là. Une des inquiétudes qu'on a à la Fédération, c'est l'abolition des agences, entre autres. Et le rapatriement de certains pouvoirs au ministre de la Santé. Dans le projet de loi actuel qui nous dit qu'elle devrait tourner autour du patient, on retrouve 107 fois le mot ministre, des obligations, des devoirs que le ministre devra faire dans le réseau, des décisions qu'il devra prendre, mais jamais on ne parle du patient dans cette réforme-là. Effectivement. Dans toute la documentation, puis je n'ai pas pour vous donner raison expressément, mais effectivement, on parle de très, très peu du citoyen. Effectivement. Où la personne va aller chercher son service, son besoin en termes de services sociaux, en termes d'accessibilité, en termes de soins, c'est très inquiétant. Qui va nommer les différents conseils d'administration qui seront créés? C'est un des pouvoirs que le ministre s'attribue dorénavant. C'est lui qui va décider des dirigeants des 6. C'est lui qui va nommer les conseils d'administration. C'est lui qui va nommer les directeurs des établissements également. C'est lui qui va les rémunérer. Une centralisation inquiétante. Des pouvoirs au sein de ce ministère. Effectivement. Mais quand on dit le ministre décide, c'est le ministère dans son ensemble. C'est pas un homme, c'est pas l'élu qui décide que, là. On parle... mais qui est à la tête d'un ministère? Oui, mais ça change. Oui, mais ministère? un ministre, ça change, là. Vous savez comme moi que ça peut être tout autant un autre ministre de la Santé dans Et on ne vise pas directement le ministre Barrette. Ce sera le ministre qui sera responsable de ce secteur-là, qui s'attribue l'ensemble des pouvoirs. Et c'est inquiétant que l'ensemble des pouvoirs d'une seule et même personne gère tout près de la moitié des revenus et des dépenses de l'État. Ouais. C'est très, très inquiétant. Dites-moi en quoi cette centralisation, appelons-la comme ça, serait dommageable pour les usagers? Écoutez, l'usager, en bout de ligne, parlons principalement des services sociaux, de l'accessibilité, aux services sociaux, services en santé mentale, en déficience intellectuelle, en dépendance. Mais comme on dit tout à l'heure, du service à la base. À la base, effectivement. De centraliser les pouvoirs, ça va faire en sorte qu'un ministre, une personne elle-même, va attribuer des budgets à un établissement
Et c'est l'établissement, qui est redevable du ministre dans sa gestion, qui décidera des budgets alloués à chacun des secteurs qu'il devra rencontrer. Et en attribuant les budgets, il n'est pas dit que les budgets actuels resteront dans le secteur d'accessibilité plutôt que dans les soins directs à la population. Les secondes filent, mais je veux vous entendre sur un point bien précis. Le ministre Barrette vous téléphone un beau matin et vous contacte pour avoir des suggestions. Je suis un homme heureux qu'il puisse considérer d'autres alternatives. Le réseau de la santé et des services sociaux a besoin d'injecter de nouvel argent. Et il n'y en a plus de nouvel argent, on le dit partout. Ce gouvernement-là s'est entêté à ne couper que dans des dépenses sans regarder la colonne des revenus. Il y a des revenus qui peuvent être... Il y a des décisions qui ont été prises dans les normes d'imposition à la fois aux individus et aux entreprises, des normes fiscales qui ont été modifiées, qui fait que l'État se prive de milliards de dollars. Même chose dans le regroupement et la gestion des médicaments. Le gouvernement pourrait aller récupérer des milliards de dollars dans ces effets-là. Et dernièrement, il y a une étude de l'IRIS qui vient de sortir qui dit que le gouvernement, s'il rachetait les contrats en PPP des deux hôpitaux, le CHUM et le CUSUM, épargnerait également des milliards de dollars. Donc, il y a de l'argent à les récupérer et à aller chercher ailleurs que dans les coupures de services et dans les coupures de soins à la population. Monsieur Bastien, Luc Bastien, merci beaucoup de votre présence. J'espère que ça aura eu l'effet d'au moins démêler ce qui s'en vient, parce que l'échéancier, c'est 2017. Hein? 2017, les premières applications, 2015, avril 2015. Monsieur Bastien, merci. Merci. Voici maintenant la revue de presse de vos hebdos de quartier. Dans Nouvelle-Hochelaga-Maisonneuve, un projet pilote de stationnement incitatif dans les rues résidentielles situées aux abords des stations du métro de l'arrondissement est en préparation. C'est que depuis plusieurs mois, des résidents se plaignent du manque de place pour stationner leurs véhicules devant chez eux. Les stations Honoré-Beaugrand, Radisson, L'Angelier et Cadillac sont les premières concernées. Le projet pilote serait implanté autour de la station Radisson en 2015. L'article est de Anne-Laure Janson. À la une du journal de Rosemont, Stéphanie Monet attire notre attention sur l'onde de choc parmi les acteurs économiques de Rosemont-la-Petite-Patrie, qui viennent d'apprendre que la Corporation de développement économique communautaire de l'arrondissement pourrait être abolie. La raison à cela est la signature du pacte fiscal réalisé entre la Ville de Montréal et le gouvernement Couillard. Le développement économique local est transféré à la Ville-Centre et son budget sera amputé de 55 %. Dans le journal Saint-Michel, Jean-François Lacerte nous apprend que le centre de tri des matières recyclables fermera. Le contrat de rebut solide canadien qui occupe un terrain de biais avec la TOU au complexe environnemental Saint-Michel prendra fin comme prévu en décembre 2018. Il sera remplacé par 2 centres de tri distincts, dont un sera localisé à l'ancienne carrière Francon, toujours dans le quartier Saint-Michel, et l'autre dans l'ouest de l'île de Montréal. Dans le journal Le Plateau, selon les statistiques fournies par la Cour municipale de la Ville de Montréal, il se donne en moyenne 701 contraventions de stationnement par jour sur le territoire du plateau Mont-Royal, le plaçant en 2e position parmi les arrondissements donnant le plus d'amendes. C'est Ville-Marie qui remporte la palme avec 301 355 contraventions émises au 29 août 2014 contre 116 729 sur le plateau. C'est un article de Marie-Catherine Bouchard. En première page de l'Express d'Outremont, Marie-Pierre Gagné écrit que les citoyens ont pu prendre connaissance le 4 novembre dernier des coupes de services qui pourraient être causées par la réforme du financement des arrondissements. Il refuse de s'y plier et appuie la mairesse Marie Saint-Mars qui dénonce haut et fort la réforme depuis que l'administration Coder en a fait l'annonce en juillet dernier. Dans le magazine de l'Île des Sœurs, Stéphanie Alcaraz-Robinson écrit qu'à la suite du meurtre d'une jeune femme à Longueuil le 21 octobre dernier, commis de soir aux abords d'une piste cyclable, des questions sont soulevées par les résidents quant au manque d'éclairage sur les pistes cyclables et dans les rues de l'Île des Sœurs. L'arrondissement de Verdun prétend de son côté qu'il n'y a pas de problème d'éclairage.
Nous en sommes maintenant à notre segment Actualité municipale en compagnie de Nicolas Godin du journal hebdomadaire Horizon Week-end. Bonjour Nicolas, merci d'être là encore cette semaine. On va aller tout de suite dans le vif du sujet. Poursuite de la Ville, 13 millions de dollars en amende non perçus contre le syndicat des policiers. Effectivement, la Ville de Montréal, surtout à travers le SPVM, c'est avec le SPVM, ont déposé ce qu'on appellerait un grief patronal contre la Fraternité des policiers, le syndicat des policiers, pour une valeur d'environ une poursuite d'à peu près 13 millions de dollars. Et ça, c'est dû à ce qu'on appellerait les montants non perçus, les amendes non perçues, contraventions non perçues au cours des derniers mois. Le maire de Montréal nous a dit qu'il avait estimé à 35 la diminution du nombre de contraventions. Le maire dit, vous n'avez pas donné assez de tickets, vous allez me rembourser par la porte de côté. C'est ça qu'il dit, là. On a des... bien qu'il n'y ait pas de quota, on a des objectifs très clairs en ce qui a trait au montant que les policiers doivent... Il n'y a pas de quota. Non, il n'y a pas de quota. C'est pas ici que vous l'entendez. Mais il y a des montants très clairs déjà mis dans le budget, comme quoi les policiers doivent fournir un certain nombre de revenus. Ouais. Et on a observé que les policiers ou que les revenus n'étaient pas au rendez-vous. Donc, on poursuit pour 13 millions le montant auquel on s'attend. Mais Nicolas, petite question ici, peut-être que c'est relié à une plus grande prudence des gens. On pourrait le penser, mais ce n'est pas l'avis de l'administration municipale. M. Coder a dit que les gens, de toute façon, les gens sont prudents à Montréal. Sûr. Mais non, c'est effectivement, d'après lui ou d'après leurs études, c'est relié à un crayon moins lourd. OK. On va parler également des coupures dans les transferts provinciaux aux villes et on parle de plusieurs centaines de millions de dollars. Le gouvernement Couillard a un mot, c'est austérité. Et l'austérité se fait sentir aussi dans les transferts aux municipalités. 300 millions de moins de transferts aux municipalités cette année. Montréal, c'est 20 du montant, à peu près 75 millions de dollars qui en manquent à gagner pour la ville. D'après le maire de Montréal, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun effet sur vos taxes, aucun effet sur vos services, mais évidemment, l'argent doit venir de quelque part. Donc, évidemment, on va réduire ce qu'on appellerait les paiements au comptant. On comptait repayer beaucoup d'infrastructures comptant, c'est-à-dire avec l'argent provenant d'autres secteurs. Au lieu d'en avoir 80 millions repayés comptant, on va en avoir 40 millions. Ça va avoir des effets, je dirais, plutôt à long terme. C'est sûr que la dette va augmenter peut-être un petit peu plus vite que ce qu'on voudrait. C'est à peu près ça qui va se passer. Ne vous inquiétez pas, par contre, si pour cette année, les transferts ont été coupés, M. Coder a été très clair avec ses collègues, les autres maires. À partir de 2007, il va y avoir un pacte pluriannuel avec le gouvernement du Québec parce qu'on ne veut pas qu'à chaque année tomber sur une coupure surprise à quelques semaines du dépôt d'un budget. Oui, peu importe. Ça part à peu près de la même poche. Comme on sait, comme on sait que ce soit au provincial, fédéral ou municipal. Nicolas Godin, un autre dossier, avenir très, très incertain pour les CLD et les CEDEC. Effectivement, Québec a décidé de transférer... Oui? D'abord, CLD. Centre local de développement. Ce sont des centres locaux qui viennent en aide ou qui prennent un peu en charge le côté entrepreneurial, le côté de création d'entreprises pour et le CEDEC? Du secteur. Ce CEDEC, c'est spécifique à Montréal. Okay. C'est un petit peu, ça a le mandat d'un CLD, mais c'est spécifique vraiment à la région montréalaise. Donc, survivra pas, on ne sait pas. Là. Denis Coder a été clair, en tout cas, en ce qui a trait à celui dans la région de Montréal, la MRC montréalaise, il n'y en aura pas 18. Actuellement, on compte 18 CLD, CEDEC. Ça va être réduit. Réduit à combien, on ne sait pas encore. M. Coder a dit qu'il va y avoir des rencontres avec les responsables. On s'attend à ce qu'il y ait des fusions. Peut-être que ça va... On s'attend peut-être à ce qu'il y en ait 5 au final, dans 5 régions montréalaises. Mais comme on vient de parler, si on vient de couper 75 millions dans le budget de la ville, les CLD, CEDEC
quand ils vont s'harmoniser, on s'entend à ce que rattraper une partie de l'argent. Sentez-vous que c'est un ballon aussi, véritablement, ça le couperait, votre Le gouvernement provincial, ces derniers mois, a été assez clair. Le couperet a tombé sur beaucoup d'organismes. Donc, Nicolas, il nous reste 2 minutes et j'aimerais qu'on aborde également le sujet de l'Institut du Québec qui publie, c'est-à-dire une étude au sujet de la métropole. Oui. Qu'en est-il de ça? Si on publie une étude qui s'appelle Montréal, boulet ou locomotive, dans laquelle il essayait d'analyser le rôle que jouait la ville de Montréal, la région montréalaise, sur l'économie québécoise, savoir si c'était une région qui tirait un petit peu les autres. C'est publié par l'Institut du Québec. L'Institut du Québec, c'est un nouvel organisme, c'est un partenariat entre le Conference Board et les HEC Montréal. Mais les principaux résultats de l'étude? Les principaux résultats de l'étude, c'est qu'en général, Montréal va avoir une contribution économique qui est plus grande que son poids démographique. Donc, on parle ici, justement, avec le titre de l'étude, un effet locomotive. Donc, ce qui est bon pour Montréal, c'est bon pour le reste des autres régions de la province. Nicolas Godin, merci beaucoup pour cette chronique municipale. Pour vous rejoindre, en tout cas pour vous lire, on peut aller sur horizonweekend.ca. Exactement. Et toute l'actualité montréalaise, en tout cas la plus On couvre la région découverte. montréalaise. Ouais. Nicolas Godin, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Le 18 novembre 1912, l'établissement de détention de Montréal, mieux connu sous l'appellation de prison de Bordeaux, reçoit ses premiers pensionnaires. Construite de 1908 à 1912, cet établissement était à l'époque une des seules prisons de type pennsylvanien au Canada, y favorisant l'isolement cellulaire de jour et de nuit. Le coût initial accordé pour sa construction sera de 500 000 $, mais en 1912, le Trésor public avait déjà dépensé plus de 2,5 millions. En 1921, le ministère de la Justice ordonna la construction d'une ligne de tramway afin de conduire les prisonniers du palais de justice jusqu'à la prison. On construisit 2 tramways cellulaires blindés. Il y a eu 82 exécutions par pendaison entre 1912 et 1960. Les exécutions avaient lieu dehors du côté de la rue Tanguay et se déroulaient les vendredis soirs sur le coup de minuit. Au fil du temps, l'édifice a été le théâtre d'innombrables événements, dont des évasions et plusieurs émeutes qui ont marqué l'imaginaire. Au départ, la prison avait la capacité d'accueillir 500 détenus. Aujourd'hui, on en compte 1200. Ils purgent des peines de moins de 2 ans, ce qui crée un roulement important. Pendant une année, environ 4000 personnes y transitent et on compte plus ou moins 600 employés. Après la pause, on parle de l'organisme Centraide et également de la campagne de vaccination contre la grippe. De retour de la pause, je veux vous parler de la campagne annuelle de Centraide, qui est, faut le dire, la plus grande manifestation de solidarité envers les personnes en difficulté du Grand Montréal. Pour nous en parler, je reçois Liliana Péréchat. Elle est présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal. Merci de votre visite, Madame Péréchat. Merci de m'accueillir. J'ai l'impression, ou on a souvent tous l'impression de connaître Centraide, fait partie de nos vies depuis combien de temps, Mme Péréchat? C'est notre 40e campagne. 40e campagne. Regarde, chaque année, on entend parler de vos campagnes. Et par contre, en jetant un coup d'œil sur tout ce que vous faites, une chatte en perdrait ses chatons. C'est gros, Centraide. Mais Centraide, c'est la force vive d'un réseau d'organismes communautaires forts. Et notre mission est de briser l'isolement et l'exclusion sociale. Et pour ce faire, on s'appuie sur ces organismes-là. C'est que dans votre quartier, pas loin de chez vous, quand vous prenez le métro, vous passez très probablement devant un organisme qui est appuyé par Centraide, dont la mission est autour du développement social. Donc, c'est soit soutenir les jeunes pour qu'ils réussissent bien dans la vie, c'est soit s'assurer que les personnes ont des conditions de vie convenables, la sécurité alimentaire, l'accès à un logement
salubre et convenable, c'est soit briser l'isolement des personnes un peu vulnérables, marginalisées, nos aînés, les personnes qui ont un handicap physique, qui ont une déficience intellectuelle, les nouveaux arrivants. Puis c'est aussi, surtout, de bâtir une communauté d'entraide. Ça veut dire c'est qu'on appuie dans chaque quartier des tables de concertation. On appuie des organismes qui veillent à ce que nos personnes qui s'engagent bénévolement ont toutes les ressources. Puis c'est aussi s'assurer que les dirigeants communautaires, les personnes qui travaillent dans les organismes communautaires ont tout l'appui qu'ils ont besoin. En parlant d'appui, combien d'organismes appuyez-vous? On en appuie dans le Grand Montréal, Laval, Montréal et la Rive-Sud, 362. Comment sélectionnez-vous ces organismes? On a le privilège d'avoir un réseau de bénévoles à Centraide très, très fort. Donc, il y a une 50aine de personnes qui, à tous les 3 ans, vont visiter les organismes qu'on appuie pour s'assurer que les stratégies d'intervention, que ces organismes-là travaillent en collaboration, parce qu'il n'y a pas un seul organisme qui va trouver une solution à l'exclusion ou la pauvreté. Tout à fait. On s'assure qu'ils travaillent en veillant à avoir des objectifs clairs, puis un impact dans la communauté, puis qu'il y a une saine gestion, puis une saine gouvernance. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on évalue c'est quoi les besoins du quartier. À Hochelaga-Maisonneuve, il y a un problème au niveau du décrochage scolaire. On va beaucoup investir dans des organismes qui travaillent auprès des jeunes. Dans d'autres quartiers, ça va être d'autres enjeux. À Ville-Saint-Laurent, c'est l'accueil des nouveaux immigrants. Donc, on va regarder quels sont les besoins du quartier. On va voir quels sont les organismes phares et forts dans ce quartier-là peuvent répondre à ces besoins-là. Et nos bénévoles vont nous accompagner pour identifier les meilleurs joueurs. Madame Péréchard, vous sélectionnez ou on vous sélectionne? Est-ce que c'est vous qui allez vers ces organismes ou si ces organismes peuvent, parce qu'au nombre d'organismes, 362, disiez-vous, je dirais que c'est un peu des deux. la cour est pleine à un moment donné. En acceptez-vous encore des organismes? Alors, à tous les 3 ans, comme je vous dis, on revise le travail des organismes. Certains ne répondent plus à nos critères ou ne sont plus performants. Donc, bon an, mal an, il y en a peut-être 4 ou 5 pour lesquels on n'investit plus. Donc, ça laisse un peu de place. Et on s'appuie beaucoup sur les tables de quartier parce que eux, c'est des tables multidisciplinaires, savent bien quels sont les besoins, puis ils peuvent nous identifier c'est quel organisme qui est porteur pour répondre à un tel besoin. Alors, je dirais que c'est un peu des deux. On fait un peu de chasse, mais on reçoit aussi beaucoup d'appels. Il y a dans notre banque de données des organismes en attente, plus de 250 organismes qui aimeraient se joindre au réseau de Centraide, mais nos moyens financiers sont limités, alors on doit faire des choix. En parlant de moyens financiers, disons annuellement, combien redistribuez-vous d'argent? Bien, cette année, notre objectif de campagne de collecte de fonds est de 57 millions de dollars. Quand même. Alors, c'est en effet parmi une des campagnes, annuellement, c'est une campagne très, très importante. On est le 2e plus grand Centraide à travers le Canada après Toronto. Alors, on redistribue pour chaque dollar qui nous est confié 85 sous dans la communauté. Il faut comprendre que les 15 sous qu'on garde pour la collecte de fonds, pour l'administration, pour les communications, pour un ensemble de choses, bien, ça permet à ces 360 organismes-là de ne pas aller récolter des fonds. Imaginez s'il y avait 360 organismes qui allaient cogner à chacune des portes. En termes d'économie d'échelle, là, on aurait des défis. Qui sont vos donateurs? Les grandes entreprises nous ouvrent leurs portes. Ce sont les travailleurs et travailleuses, les employés de ces entreprises-là qui, avec le concours de leur employeur, représentent 80 du montant qu'on récolte, le 57 millions. Donc, c'est les gens qui travaillent chez Hydro-Québec, chez Bombardier, dans les différentes banques, au Mouvement des Jardins. Ce sont les grandes entreprises et aussi les PME. Les autres 20 ça vient de? Du grand public. De monsieur et madame tout le monde, peut-être qui ne travaillent pas, mais qui souhaitent nous appuyer par des activités de collecte de fonds. On a la Coupe Centraide, qui est un tournoi de soccer qui a lieu au Stade Saputo. Donc, c'est différentes choses comme ça qui font les 20 parce que vous avez une stratégie quinquennale, disons. Votre stratégie 2010-2015, et ça va se terminer l'année prochaine, là, c'est axé sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Est-ce que vous, en tant qu'organisme qui chapeaute tout ça, est-ce que concrètement, vous voyez que votre action change les choses? Concrètement, on voit que notre action change les choses. Je vais vous donner un exemple très concret.
on a choisi en 2010-2015 de se concentrer sur briser le cycle de la pauvreté. Pour briser le cycle, il faut investir tôt. Le développement des tout-petits, s'assurer qu'ils continuent à aller à l'école, parce qu'on sait que quand un jeune finit son diplôme de secondaire 5, bien, il sort de la Commencer par pauvreté. les faire manger au primaire, puis le reste Voilà. va suivre peut-être. Alors, en 5 ans, le taux de diplomation sur l'île de Montréal a augmenté de 5 On est rendu à 73,4 Alors, on peut avoir de l'effet et du succès. On n'a pas fini parce qu'on veut se rendre à 80 d'ici 2020, mais on est dans le bon chemin. Est-ce que les différentes politiques d'austérité du gouvernement présentement, on en annonce, il y en a, coupures, mettez-en là, est-ce que ça touche Centraide? Est-ce que ça vous touche négativement? Centraide ne reçoit pas de l'appui Non, financier non, non. du gouvernement. Non. Ce que ça fait... Mais l'action que ça crée Oui, dans la voilà. société. Là. Alors, ça nous préoccupe, évidemment, parce que les organismes qu'on appuie ils reçoivent aussi l'appui du gouvernement. Et évidemment, lorsque cet appui-là, que ce soit du gouvernement provincial ou fédéral ou même municipal, il se tourne évidemment vers nous, parce que nous, on est un partenaire. Hein? On n'est pas un bailleur de fonds, on est un partenaire. Alors, ils se tournent vers leurs partenaires pour dire, bien là, j'ai des programmes qui sont à risque ou j'ai des choses que j'arrive plus à faire. Et nous, on ne peut pas distribuer de l'argent qu'on ne récolte pas. Alors, on est très préoccupés par ce qui se passe, mais on croit que travailler de façon solidaire, qu'on va arriver à faire bouger les choses. Madame Lily-Anna Pérécha, vous êtes, je le rappelle, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Nous avons la chance à Montréal de vivre près de beaux, de grands, des musées extraordinaires qu'on a un peu partout. Et des musées qui sont très diversifiés les uns des autres. Par exemple, l'écomusée du Fier-Monde. Et on va en parler justement, on va redécouvrir ce musée, cet écomusée du Fier-Monde en compagnie d'Éric Giroux. Et les directeurs adjoints responsables de la recherche et des collections. Vous êtes à la programmation de l'Écomusée du Fier-Monde. Monsieur Giroux, question la première. Vous avez dû vous la faire poser des fois et des fois. Je vous la pose moi aussi. C'est quoi un écomusée? Un écomusée, c'est un concept, un écomusée. C'est apparu dans les années 70, dans un mouvement qu'on appelait à l'époque la nouvelle muséologie. On se souvient que la fin des années 60-70, il y avait beaucoup de contestations. Alors, on a remis en question un certain nombre de choses. Et dans le monde des musées, la nouvelle muséologie, c'est ça qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle a contesté un petit peu le modèle du musée qui existait à l'époque classique, qu'on disait fermé, qu'on disait élitiste. Et à l'intérieur de la nouvelle muséologie, on a proposé toutes sortes de nouvelles formules de musées. Et les écomusées sont apparus dans cette lignée-là, principalement en France que ça s'est développé. Et un écomusée, en fait, à l'époque, ça comprenait 3 composantes importantes, c'est-à-dire un territoire, une population qui vit sur ce territoire-là, et un objectif qui est de contribuer au développement local. Donc, les écomusées, éco, bien, le terme éco fait référence à l'habitat, l'environnement immédiat. L'écologie, Ouais. tout ça. Donc, en France, c'était parfois des territoires assez vastes. Par exemple, on peut penser à une région minière qui voyait son activité complètement disparaître. Ce qui restait, bien, c'est des puits de mines, c'est des maisons ouvrières, c'est toutes sortes de choses. Et les gens se regroupaient, créaient un écomusée. C'est l'ensemble du territoire qui devenait lieu d'interprétation, si on veut. Alors, c'est un petit peu cette formule-là qui a été adaptée ici pour le Centre-Sud. Puis pour faire l'histoire rapide de l'écomusée du Fier-Monde dans le Centre-Sud, c'est au début des années 80 que ça a été créé. En fait, l'idée est née d'un organisme communautaire qui s'appelait les Habitations communautaires Centre-Sud. À l'intérieur de ça, bien, on se préoccupait surtout des questions d'habitation, de logement, mais on revendiquait également un certain nombre d'autres choses, comme par exemple des installations sportives, l'aménagement de parcs, la sécurité. Et aussi, il y a des gens qui ont eu l'idée de doter le quartier d'un équipement culturel dont la vocation serait de mettre en valeur l'histoire de cet espace-là. Parce qu'à l'époque, le Centre-Sud avait connu un déclin assez important à partir des années 60-70, fermeture d'usines, perte d'emplois, déclin de la population, alors beaucoup de pauvreté dans le quartier. Et c'est là que l'idée de se doter de cet outil-là de mise en valeur de l'histoire est apparue. Donc, votre mission, c'est de mettre en valeur
l'éco-quartier. En fait, là, C'est ça, le quartier lui-même, le territoire du centre-sud. assez particulier aussi le lieu physique de l'écomusée du Fier-Monde. Oui. C'est une ancienne piscine publique. Exactement, exactement. L'écomusée a été créé au début des années 80, mais au départ, on n'avait pas de lieu de diffusion permanent. Alors, ils occupaient des petits bureaux un peu partout dans le quartier. On a été un petit bout de temps au carrefour Saint-Eusèbe. Et lorsqu'on a obtenu l'accréditation muséale en 1996, qui nous permettait d'avoir un financement annuel, parce qu'avant ça, il n'y avait pas de financement annuel, d'être reconnu comme un vrai musée, bien, on a également fait des démarches pour obtenir un lieu de diffusion permanent. Et on savait que le Bain Généreux, sur la rue Amherst, était disponible, était vacant. Comme ça, il s'appelait, lui. Oui. Ben généreux. Généreux. Bien Généreux généreux. à cause du nom de famille du conseiller municipal de l'époque, Damas Généreux. C'est lui qui était en poste dans le quartier Saint-Jacques au moment où le bâtiment a été construit. C'est une pratique courante à l'époque que le conseiller municipal voyait son nom rattaché au bain public. Le temps avance et parlons-en justement de façon actuelle. Oui. Vous présentez une foule d'événements, des expositions, vous avez des visites de groupe. Parlez-nous un peu de votre programmation. En fait, la base de l'Écomusée du Fier-Monde, c'est son exposition permanente qui s'appelle Grandeur et misère, histoire d'un quartier populaire. OK. Et on parcourt l'histoire du Centre-Sud du début du 19e siècle environ jusqu'à aujourd'hui. Donc, du moment où le quartier va connaître une croissance industrielle importante, avec beaucoup de familles ouvrières qui vivent ici, et le déclin qui va suivre. Et ça, c'est vraiment la base, l'histoire du quartier. Ça, c'est votre exposition permanente. Et s'ajoutent à cela toutes sortes de petites expositions temporaires qui viennent, d'une certaine façon, approfondir cette histoire-là, mais en abordant des thématiques plus spécifiques. Alors, tout au long de l'année, il y a différents projets qui se succèdent et qui nous permettent d'aborder certains thèmes de l'histoire du quartier. En ce moment, l'exposition s'appelle Africa Montréal. Titre un peu curieux. Ça raconte l'histoire de la présence africaine dans le quartier qui, au départ, passe par l'entremise des Pères Blancs, alors les missionnaires d'Afrique, qui sont installés sur la rue Saint-Hubert depuis 80 ans. Alors, leur maison était là et eux étaient comme des espèces d'ambassadeurs de l'Afrique parce que pour soutenir leur mission, bien, ils se promenaient dans les collèges, dans les paroisses, ils parlaient de l'Afrique, ils recueillaient les dons, ils essayaient également de susciter de nouvelles vocations missionnaires. Alors, ça a été longtemps les témoins privilégiés de ce continent-là qui était assez peu connu ici. Mais depuis les années 80, beaucoup d'Africains sont venus s'établir à Montréal et alors leur mission a changé un peu. Ils ont mis sur pied un centre communautaire africain qui s'appelle le Centre Africa, qui est sur la rue Saint-Hubert et avec lequel on collabore à chaque année aussi. Vous avez également des visites de groupe possibles. Oui. Alors, n'importe quel groupe du quartier ou d'ailleurs aussi qui veulent découvrir le Centre-Sud, donc à consulter notre site Internet, écomusée.qc.ca. Et il y a une façon de contacter la personne qui est en charge des visites commentées. Donc, on peut accueillir les groupes. On fait des circuits à l'intérieur, mais on fait aussi des circuits dans le quartier accompagnés. Vos fameuses balados? On fait des circuits avec des guides animateurs en chair et en os, mais il y a également une balado qu'on a ajoutée à notre offre il y a un peu plus d'1 an, donc qui est une façon un peu particulière d'explorer la rue Ontario. Alors, avec des écouteurs, c'est une application qu'on doit télécharger en format MP3, donc on met ça sur un téléphone ou sur un lecteur MP3, et on peut parcourir la rue Ontario, et on est accompagné dans notre visite par une espèce de mise en scène où on raconte un petit peu l'histoire, on recule dans le temps, et là, on se retrouve sur la rue Ontario en 1927. On croise un certain nombre de personnages. Alors, on a des voix qui nous racontent certains événements qui se sont produits, certains réels, certains fictifs, mais qui auraient pu se produire, qui témoignent un peu de l'ambiance d'une époque. Et je ne veux pas entrer dans les détails, Oui. mais je veux juste comprendre le procédé. On se promène, il y a des capteurs ou... Non. L'application est enregistrée. C'est un fichier numérique, donc, qui se retrouve sur notre téléphone. Et lorsqu'on le démarre, on doit être, en fait, au métro Sherbrooke. Oh, d'accord. On démarre et là, la personne nous indique qu'est-ce qu'on a à faire et nous raconte un petit peu toutes sortes de choses le long du parcours. Alors, on descend sur la rue Saint-Hubert, on descend dans le quartier. C'est important de le dire, on descend parce que le centre-sud, c'était le faubourg Amelas, donc en bas de la rue Sherbrooke. Et là, on commence. Monsieur Giroux, ça passe vite. Ouais. J'ai l'impression, eu à peine le temps d'effleurer ce qui est l'écomusée du Fier-Monde. Mais avant de se quitter, Oui. Je sais que depuis 2001, vous avez un encan bénéfice annuel. Oui. Et que mettez-vous aux enchères? Il y a un comité qui sélectionne environ, je dirais, une 50aine d'œuvres qui proviennent à la fois d'artistes établis
d'artistes émergents, un certain nombre d'artistes du quartier aussi. C'est des œuvres d'art, la peinture, quelques sculptures. Et donc, il y a toujours une exposition qui précède, qui dure 2 semaines. Alors, l'exposition est présentée à l'Écomusée pendant 2 semaines et se termine avec l'Encan crié, qui est animé par Winston McQuaid. Et j'imagine que les fonds recueillis vont aider Exactement. à la survie C'est, ou en tout cas à faire rouler le... À la poursuite de nos activités. Exactement. Et à chaque année, il y a tout le temps 1 ou 2 œuvres qui est vendue en collaboration avec un organisme du quartier. Oxygène, entre autres. Donc, on partage les profits d'une œuvre avec Oxygène. Monsieur Éric Giroux, directeur adjoint responsable de la recherche et des collections à l'Écomusée du Fier-Monde, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Depuis quelques années, en octobre, Thierry Leguay, enseignant d'anglais au collège Saint-Jean-Vianney, recrute des élèves qui ont le goût de relever un défi bien particulier, et c'est celui d'écrire un roman en 1 mois. Dans notre segment des gens de cœur, je vous présente justement Thierry Leguay. Bonjour, M. Leguay. Bonjour, M. Petit. Expliquez-nous la suite des élèves que vous chapeautez, qui publient des romans. Racontez-nous un peu l'histoire. OK. Donc, en fait, c'est un programme que j'ai découvert à travers l'Internet. Ça s'appelle le NaNoWriMo, National Novel Writing Month, qui se déroule au mois de novembre. Et quand j'ai découvert ce projet-là, j'ai dit « Ah, c'est intéressant, un marathon d'écriture. » Souvent, les élèves n'aiment pas écrire. Et comme ils n'aiment pas écrire, ça devient lourd, c'est pénible. Et là, je me dis, c'est bien, c'est justement ça, retrouver le plaisir d'écrire et aussi de faire quelque chose de vraiment énorme, c'est-à-dire se fixer un nombre de mots. C'est ça le projet à la base. Du 1er novembre au 30 novembre, ils se fixent un nombre de mots à écrire. À la fin du mois de novembre, s'ils atteignent le nombre de mots, qui normalement est à 30 000, ils gagnent. Mais là, il faut d'abord recruter des gens, des jeunes qui veulent écrire, qui aiment l'écriture. Oui. Bien, en fait, étrangement, ce n'est pas nécessairement ceux qui aiment l'écriture tant que ça qui participent, parce qu'ils sont déjà occupés. Okay. C'est souvent ceux qui n'aiment pas nécessairement en début d'année, vous dites je vous invite à un marathon d'écriture. Oui. Donc, pas tout à fait en début d'année, mais un peu plus tard, effectivement. Je fais de la publicité, mais je fais le tour des classes parce que moi, j'ai juste 6 groupes. Et donc là, je fais le tour de tous les secondaires 3, les secondaires 4, les secondaires 5. Et je leur en parle, je mets des affiches, je fais de la publicité, je l'affiche sur notre site, notre page Facebook, tout ça. Là, je les recrute. On a des rencontres préparatoires. Et ensuite, bien, pour le mois de novembre, 1er novembre, ils se lancent et ils écrivent ça dans leur temps libre. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font avec moi. C'est quelque chose qu'ils font chez eux, dans leur période libre. Parce que tout ça, c'est parascolaire. Complètement parascolaire. On se rencontre le midi pour s'encourager. J'ai un local, donc là, les jeunes viennent se ressourcer, mais il y en a dont certains des gagnants de l'année dernière qui ne sont jamais venus au local, à part peut-être 1 ou 2 fois. Ils n'en avaient pas besoin. Mais il y en a qui sont là tous les jours, puis qui se posent des questions, puis qui font partie d'une sorte de petit groupe. Le déroulement de ce marathon d'écriture, il y a tant de mots à écrire pendant un certain laps de temps. Oui. Le processus pour arriver à la publication de ce roman. Publication? OK. Donc là, d'abord, il faut finir le défi d'écriture. Oui. Au 30 novembre, quand on a terminé notre roman, quand on a fini la période de marathon, il y en a qui n'ont pas nécessairement terminé leur roman. Donc, il faut terminer le roman. Ensuite de cela, ça, je leur donne à peu près jusqu'au mois de janvier, mais ça dépend à quelle vitesse ils finissent. S'ils ont fini plus tôt, tant mieux. Ensuite, là, on utilise toutes nos ressources. J'ai une traductrice à la retraite, j'ai d'autres professeurs de français, des professeurs d'anglais, parce que ce n'est pas nécessairement ni en anglais ni en français. Une équipe autour de ça. Là. Tous ces gens-là se mobilisent pour relire les textes, pour enlever toutes les coquilles possibles. Par la suite, après la semaine de relâche, je les rencontre, ceux qui veulent publier, et je leur montre comment s'auto-publier sur un site qui s'appelle CreateSpace. Et là, donc là, je leur montre comment faire la couverture, compter le nombre de mots, remplir les papiers légaux, parce qu'évidemment, il y a des droits d'auteur, donc il faut remplir des choses par les parents. Et habituellement, après 5 semaines, ils arrivent à finir la mise en page de leur livre et ils reçoivent les livres peut-être 2-3 semaines après, s'il n'y a pas de pépin au niveau de l'impression.
c'est votre dernière cuvée. La Oui. dernière cuvée de jeunes qui ont 15-16 ans. Oui. Dans ces jours-là. Ça a été publié en juin 2014. Et donc, ça, c'est des jeunes de secondaire 5. Bien, et ici, on une a fille de Marianne secondaire 4. Fleury-Roche, Oui, qui, elle, a publié Anna. oui, On a aussi Marilyn Dragon, Un amour de poussière. mhm. 2 livres en français. 2 livres en français. Ce n'est pas strictement qu'en français. Vous avez également des auteurs anglophones. Oui, oui, parce que moi, j'enseigne l'anglais langue seconde. Donc, j'ai des groupes, des fois des jeunes qui, eux sont issus d'écoles primaires anglophones ou qui ont un parent anglophone et tout, et qui se sentent plus à l'aise à écrire en anglais. Donc, on en a 2 en anglais. Je voudrais poursuivre, parce que Oui, je allez-y. ne veux quand même pas nommer les 2 premiers sans ne pas nommer les 2 autres. Effectivement, ça serait Il y a juste. Catherine Miron, elle, c'est Second Chances. Second Chances. Et puis, on a Michael Vincent Romanelli, L'Aigle impérial, mais en C'est ça. anglais. Puis Michael, d'ailleurs, le seul garçon, j'étais très content, je l'ai poussé. Je lui ai dit, là, you have to do one for the boys. Donc, ça, on dit beaucoup de filles, mais on a aussi des garçons, ce qui est chouette. Ils doivent en ressortir avec un sentiment de fierté, un sentiment d'accomplissement. Ah oui. Moi, je suis très fier d'eux, leurs parents aussi, mais eux-mêmes, ça leur prend un certain temps. Ils ne le réalisent pas tout de suite. Eux ou les parents? Bien, les parents, ils le réalisent très vite Ouais. quand ils se rendent compte que là, ils le publient. C'est une activité comme les autres, mais les élèves, quand ils ont dit « oui, j'ai fini », là, ils ont vu « ça se peut pas, je n'ai pas écrit 30 000 mots en un mois, en 30 jours, c'est 1 000 mots par jour, c'est énorme. Les adultes, c'est 50 000, mais on est plus vieux. Et là, 30 000 mots ou 25 000 mots, selon les plus jeunes, on leur fait des concessions. Ils sont très, très fiers. Thierry Leguay, c'est tout le temps qu'on avait, mais je tenais quand même à souligner le travail de ces ados, écrivains et écrivaines, et surtout le travail de Thierry Leguay avec son équipe, parce que c'est pas rien. Déjà, d'enseigner à temps plein et de donner beaucoup de temps pour que ces jeunes puissent s'accomplir. Merci beaucoup d'être venu nous voir, M. Leguay. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. On va à la pause tout de suite après. Ce sont les conseils citoyens. De retour de la pause, on en est à nos conseils citoyens et vous dire que la campagne de vaccination contre la grippe est présentement en cours. Pour nous en parler, Alexandra Kosowski, elle est médecin conseil à la direction de la santé publique de Montréal. Bonjour, madame. Bonjour. À mon avis, très peu de temps, mais beaucoup de conseils à donner aux gens. La grippe, à qui s'adresse ce vaccin? Le vaccin s'adresse à une population cible qui peut être, on peut le résumer de manière simple par des groupes d'âge, donc soit les 60 ans et plus, ou les 6 mois à 23 mois, donc les moins de 2 ans, 6 mois à moins de 2 ans. Il y a aussi toutes les personnes qui ont des conditions, des maladies chroniques comme le diabète, l'asthme, toutes les personnes qui sont en risque de faire des complications, d'être hospitalisées avec la grippe. On a aussi les femmes enceintes, 2e, 3e trimestre. Et aussi les personnes, travailleurs de la santé. Toutes ces personnes, le vaccin leur est recommandé. Et aussi les proches. Donc, toutes les personnes qui prennent soin d'une personne âgée, d'une personne malade, des enfants, sont aussi visés par la campagne de la grippe. J'imagine tous les gens qui travaillent dans le domaine de la santé Tout à également, fait. de près ou de loin. Absolument. OK, vous nous disiez à qui s'adressait ce vaccin. Maintenant, est-ce qu'il y a des contre-indications? Par exemple, système immunitaire affaibli, ça peut être des gens très malades. Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent absolument pas recevoir ce vaccin? Les contre-indications sont très, très rares, à moins des réactions allergiques sévères. Au contraire, les personnes qui ont un système immunitaire affaibli, le vaccin est indiqué pour eux. Le vaccin est là pour empêcher ces personnes-là d'avoir des complications lorsqu'elles sont atteintes de la grippe. Oui, mais certains pourront dire, je me suis fait vacciner l'année passée. Ça compte plus? Il faut toujours recommencer année après année? Eh bien oui, parce que le virus de la grippe, c'est un virus qui change. Il change et il faut mettre à jour
Donc, comme on met à jour un antivirus, on met à jour la vaccination pour s'assurer que le vaccin protège contre le virus qui circule dans l'année actuelle. Quel est le bon moment pour se faire vacciner? Le bon moment pour se faire vacciner, c'est idéalement en automne. Donc, la campagne est lancée chaque année en début novembre parce qu'on a le temps, effectivement, de développer des anticorps avant que la saison de la grippe commence, qui est généralement fin novembre, décembre, avant les fêtes. Est-ce que c'est gratuit? Absolument. Le vaccin est gratuit. Pour tout le monde? Est gratuit pour les groupes cibles. C'est-à-dire les groupes qu'on a nommés tout à l'heure, toutes les personnes qui sont à risque de faire des complications et pour tous les proches de ces personnes-là qui prennent soin, comme on dit, de personnes âgées ou de personnes malades, c'est gratuit pour ces personnes. Si ce n'est pas gratuit, combien faut-il débourser et où faut-il aller pour l'obtenir? Eh bien, le vaccin est disponible dans les CLSC, dans les cliniques médicales, en pharmacie. Il faut s'informer. Donc, soit si le vaccin peut être offert pour un certain coût, et ce coût peut être variable, mais généralement, il est très, très faible. Très faible? Je n'ai pas de chiffres exactement en tête, mais c'est très faible. Je prends votre parole. Oui, c'est très faible. Combien de... Est-ce que l'accès à ces vaccins est illimité? Combien de doses sont disponibles? Est-ce que vous calculez d'avance? Cette année, ça va nous prendre tant de milliers à conserver? Absolument. C'est des calculs qui sont faits au niveau de la région, au niveau de Montréal, mais au niveau de la province, au niveau canadien. C'est calculé, c'est négocié et c'est distribué. Vous prévoyez beaucoup d'avance? Bien, on se prévoit quand même pas mal d'avance. Pour vous donner une idée, chaque année, il y a 500 000 vaccins environ qui sont distribués pour Montréal, seulement. Ouais. Strictement Montréal? Juste pour Montréal, wow. Oui. OK. Et ce qui veut dire qu'à la grandeur du Canada, là, on peut multiplier et multiplier. Absolument. À Montréal, vous avez des objectifs précis sur le nombre de vaccinations cette année? Est-ce que vous vous fixez un but année après année? Absolument. Dites, Alors, l'année passée, on a rejoint tant de personnes. Cette année, on va un peu plus loin? Chaque année, on vise à rejoindre 80 de la population cible. C'est ce qu'on vise. Quel est le pourcentage de réussite? Eh bien, pour les personnes âgées qui sont en CHSLD, on rejoint plus de 80 de cette population. Pour le reste, il reste encore du travail à faire. Notamment parce que beaucoup de gens qui ne se font pas vacciner ne se reconnaissent pas comme étant à risque. Ils ne reconnaissent pas qu'ils ont une maladie chronique comme du diabète et que eux, le vaccin est indiqué pour eux. Donc, ils ne vont pas nécessairement consulter. Malheureusement, il reste encore beaucoup de ces personnes-là qui doivent, qu'on essaie de rejoindre pour offrir le vaccin. Madame Alexandra Kosowski, qui est médecin conseil à la Direction de la santé publique de Montréal, je vous souhaite une excellente campagne. Je ne sais pas si ça peut se souhaiter. Tout à fait. Et qu'un très fort pourcentage de gens aillent se faire vacciner. Je vous remercie beaucoup. Merci. Jusqu'à la fin du mois de mars, des conseillers d'options consommateurs se rendent chez des ménages à faible revenu de l'île de Montréal afin de leur prodiguer des conseils personnalisés et d'effectuer chez eux de menus travaux. Ces visites sont offertes gratuitement dans le cadre d'Éconologie. Vous pouvez prendre rendez-vous en composant le 514-798-0541, poste 401. Le grand public aura à nouveau la chance de découvrir le travail de plus d'une vingtaine d'artistes et artisans montréalais le samedi 22 novembre au Salon de Noël du Chat des artistes. C'est une occasion pour trouver des cadeaux uniques à l'approche du temps des fêtes. C'est de 10h à 18h au 2205 rue Partenay et l'entrée est libre. Si vous éprouvez des problèmes à faire des recherches sur Internet ou à communiquer par courriel, le Réseau d'information des aînés du Québec offre un service gratuit de formation à distance à ses membres, comprenant dépannage et animation. Ce service est offert en partie grâce à l'appui du gouvernement du Québec. Pour plus de renseignements, contactez René Beauchamp au 514-448-0342.
Destination Île-Sainte-Hélène pour un après-midi magique car les Pères Noël débarquent au musée Stewart, une exposition gratuite du temps des fêtes. Du 14 novembre au 4 janvier 2015, venez découvrir ces figurines attachantes et prendre part à des activités pour toute la famille. Le musée Stewart est situé au parc Jean-Drapeau et est ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 17h. Le musée de l'Oratoire Saint-Joseph vous invite à sa nouvelle exposition gratuite intitulée L'Enfant Jésus à l'Oratoire, qui met en valeur la tradition des petits Jésus de cire. Le musée vous convie aussi pour un prix minime à visiter sa collection de crèches du monde. C'est tous les jours de 10h à 16h30. Vous vous rendez jusqu'au métro Côte-des-Neiges. Pour plus de renseignements, 514-733-8211. Afin de couronner son année création, Bibliothèque et Archives nationales du Québec présente l'exposition L'univers de Michel Tremblay dans la salle d'exposition principale de la Grande Bibliothèque. Cette exposition propose un environnement multimédia et puise dans les archives audiovisuelles et les écrits du dramaturge pour rendre compte de toute la puissance de son œuvre. L'entrée est libre du mardi au jeudi de midi à 21h et du vendredi au dimanche de 10h à 17h. Voilà qui complète cette édition du Bulletin. Mesdames et messieurs, vous pouvez revoir l'émission sur notre site tcftv.ca et nous sommes également présents sur Facebook.